Professeur Laurent Muller, peut-on vraiment évaluer la volémie des patients? Merci, bonjour à tous. Je voudrais remercier le comité scientifique pour cette invitation. Et donc, je vais vous traiter effectivement le fait de savoir si on peut vraiment évaluer la volémie. Voilà mes conflits d'intérêts. Et je pourrais vous renverser la question. En fait, peut-on vraiment évaluer la volémie avec autre chose, et notamment avec la clinique? Eh bien, on sait que depuis 30 ans, toutes ces études qui ont regardé le pourcentage d'épreuves positives, c'est-à-dire de réponses positives au remplissage sur des éléments cliniques, c'est-à-dire pouls, tension, température, marbrure et oligurie, eh ben on s'aperçoit que depuis 30 ans, c'est 50% d'échecs. Donc, premier élément de réponse, la clinique ne nous aide pas. Et quand on a passé une première poche sur des éléments purement cliniques, il se passe un deuxième phénomène qui est le syndrome de la deuxième poche. C'est-à-dire que quand on est seul face au malade et qu'on n'a pas d'écho ou pas d'autres moniteurs et qu'on a donné une première poche, vous voyez que quand le malade a répondu ou nous paraît avoir répondu, on donne une deuxième poche dans 50% des cas. Donc ici, ce que vous voyez, les histogrammes, c'est le pourcentage de cas dans lequel le docteur donne une deuxième poche. Donc quand le docteur est sûr de lui, il donne une deuxième poche. Quand il ne sait pas, il donne une deuxième poche. Et quand il pense que le malade n'a pas répondu, il donne une deuxième poche. Donc il faut absolument avoir quelque chose d'autre que la clinique pour nous aider à notamment arrêter le remplissage, parce que sinon, on est conditionné par l'obsession de « il ne faut pas que mon malade soit hypovolémique, sinon il va mourir, il va faire une insuffisance rénale ». Et le monitorage, il va nous permettre de nous borner dans nos tentations d'excès de remplissage. Et quand je regarde des recommandations comme celle-ci, on s'aperçoit que finalement, l'échocardiographie apparaît en premier dans les moyens de monitorage. Et vous voyez que la Swan et le PICO, c'est après. C'est quand le malade est grave, quand il a un SDRA peut-être. Alors pourquoi nos outils invasifs continus ont baissé en popularité? Je prends ici la Swan, il y a plein de méta-analyses. Ça, c'est la dernière que j'ai trouvée. Et en fait, quand on met un monitorage continu au malade, j'ai pas le temps de discuter ça, ça n'a aucun impact sur la mortalité. On pourrait faire la même chose avec le PICO. Donc finalement, la clinique, ça marche pas. Les moniteurs continus, ça marche pas très très bien. Et l'écho, on a quand même des signaux favorables. Je vais vous en montrer un seul. Ici, c'est le groupe de Laurent Zileskevitch et Marc Léon. Ils ont fait un truc très simple quand ils vont sur les urgences intra-hospitalières la nuit. Les jours pairs, ils prennent l'écho et les jours impairs, ils prennent pas l'écho. Quand ils prennent l'écho, c'est le groupe POCUS, ils diminuent la mortalité en réa et ils diminuent la mortalité intra-hospitalière. Donc voilà un argument pour dire que très probablement, utiliser l'écho pour évaluer la volémie dans les états de choc, c'est pas mal. Le problème, c'est que c'est assez compliqué d'avoir dans la tête un algorithme de raisonnement. On risque de se perdre entre des tas de paramètres et il faut, à mon sens, envisager un raisonnement qui est tout le temps le même. Alors je vous propose celui-là, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, si on ne fait pas à chaque fois le même raisonnement, on risque de faire des erreurs. Alors le premier truc, c'est d'aller regarder comment se contracte le VG. Vous avez ici un magnifique collapsus télésystolique du ventricule gauche. Vous le voyez à gauche de l'image en petit axe et à droite en 4 cavités. Alors cette coupe ici, 4 cavités, elle a l'air pas jolie. En fait, elle n'est pas jolie parce que le malade est tellement exsangue qu'on ne voit plus les cavités cardiaques. Et bien, quand vous voyez ça, c'est quasiment pathognomonique, ce kissing VG. D'une hypovolémie très sévère. Alors parfois, ça pourra se voir sur des cardiomyopathies hypertrophiques. Et là, il y a une deuxième chose qui est pathognomonique, c'est que sur ces patients-là, si vous essayez de faire une ITV, eh bien, vous allez être obligé d'allumer le Doppler continu parce que vous n'aurez pas une ITV de l'ordre de 1 ou 1,5 mètres secondes, mais vous aurez un spectre très très rapide, donc vous serez obligé d'allumer le Doppler continu et vous aurez cet aspect en lame de sabre ici qui signe une obstruction dynamique du ventricule gauche. Je vous en montre deux exemples ici, c'est cet aspect ici en lame de sabre qui témoigne et qui est quasiment pathognomonique d'une obstruction dynamique et donc d'une hypovolémie. Et le groupe de Michel Slama avait bien montré ici que pour confirmer ce diagnostic, quand vous allez remplir ces patients qui ont une lame de sabre, une obstruction dynamique, eh bien vous allez voir disparaître ce gradient intraventriculaire.
Et ça vous confirme a posteriori que cette lame de sabre, c'était bien une hypovolémie et pas une cardiomyopathie obstructive hypertrophique. Et ce qui est intéressant ici dans cette étude, c'est que les auteurs montrent que ça, quand vous l'observez, c'est indépendamment associé à une surmortalité. Et finalement, ce truc-là, c'est pas si rare, hein, c'est 21% des malades dans cette série qui peuvent avoir ce type de choses. Donc, première chose, je vais regarder le VG et je vais dépister ce collapsus télésystolique. Alors après, on peut être tenté, puisqu'on parle de volémie, d'aller regarder les pressions d'emplissage du ventricule gauche en faisant un profil mitral. Je vous ai résumé très sommairement une bibliographie qui est très très abondante de cardiologie, qui nous dit 3 choses. Quand l'onde E est inférieure à 0,6 m/s, eh bien, on a plutôt des pressions basses. Quand elle est supérieure à 0,9 m/s, on a plutôt des pressions hautes. Et quand le rapport E sur A s'approche de 2, supérieur à 1,6, on a plutôt des pressions hautes. Alors, est-ce qu'on a des preuves pour valider ce truc-là? Ben oui, on en a. On en a avec la Swan, où on avait une corrélation entre le profil mitral et les pressions de remplissage. Alors la Swan, c'est un vieux truc, donc j'ai pris le BNP, c'est exactement la même chose. Et vous voyez qu'il y a une parfaite superposition entre des patients qui ont un BNP bas et qui ont un rapport E sur A inférieur à 1 et une onde 2 qui est minoritaire, de basse vélocité. Et vous voyez que plus on va monter dans des pressions de remplissage élevées, plus BNP va monter, et plus on va avoir affaire à un profil de type restrictif, type 3 d'Appleton, c'est-à-dire grand E, petit a. Donc on peut résumer l'affaire en disant, si je veux évaluer la volémie, je peux mesurer les pressions de remplissage du ventricule gauche, et globalement, le flux mitral, vélocité de l'onde 2 et rapport E sur A évoluent dans le même sens que la volémie. Plus l'onde 2 est grande, plus le rapport E sur A est grand, et plus la volémie est élevée. Alors bien entendu, on va dire, ok, mais chez les sujets âgés, eux, physiologiquement, ils ont un trouble de relaxation, donc ils ont un petit E grand A. Ben, ça marche pareil, c'est-à-dire qu'un sujet âgé qui se met à saigner, il va effondrer son onde 2, il va encore plus inverser son rapport E sur A, et puis si on se rate sur le remplissage, eh bien il va finir avec un profil restrictif, c'est-à-dire grand E petit a, avec une onde 2 géante dont la vélocité dépasse largement le 1 m/s. Hein. Ce 1 m/s, il faut le garder en tête, parce que c'est le cut-off de normalité de l'onde 2. Et puis le sujet normal, eh bien lui, il a une fonction diastolique normale, une onde 2 prédominante mais inférieure à 1 m/s, s'il se met à saigner, et qu'on le remplit en excès, il va se comporter strictement comme le sujet âgé. Donc finalement, le profil mitral, ça marche assez bien. On avait regardé ça il y a quelques années sur des patients qui arrivaient choqués aux urgences, et on avait montré que la vélocité de l'onde 2, chez les patients qui vont répondre ici à l'expansion volémique, elle est significativement plus basse, inférieure à 0,75 m/s, que les patients qui seront non répondeurs. Et puis ce qui est très intéressant avec le profil mitral, c'est que si vous êtes face à un patient en état de choc et que vous observez un rapport E sur A égal à 2, comme ici, eh bien là, il y avait des études anciennes, notamment cette étude marseillaise, qui avait bien montré que quand vous voyez ça chez un patient en état de choc, vous êtes certain que lui, si vous lui mettez une Swan, il a une papo très élevée, et donc ce malade-là, il est en limite de réserve de précharge. Donc ce profil-là, il évoque une hypervolémie, en tout cas, il évoque le fait qu'il ne faut surtout pas remplir le malade. Alors ce rapport E sur A, il ne fait pas très moderne, et on a eu tendance à beaucoup utiliser, on l'a dit dans les 2 topos précédents, on adore utiliser les outils des cardiologues, et notamment le rapport E sur E', et les cardiologues nous ont dit, finalement, comme l'onde 2 dépend à la fois des conditions de charge et de la compliance, et que l'onde 2' est précharge indépendante, quand je mesure le rapport E sur E', j'ai bien un indice qui est parfaitement corrélé aux conditions de charge. L'onde 2' est théoriquement indépendante, c'est vrai en cardiologie, c'est pas vrai sur nos malades, puisqu'en fait, il y a plusieurs études qui montrent très bien que l'onde prime, quand vous faites une épreuve de remplissage, elle est basse au début et elle augmente significativement. Il y a d'autres études qui le montrent. Et donc, comme cette onde prime est précharge dépendante et que l'onde E l'est également, eh bien, lorsqu'un malade saigne et que je mets son onde E ici et son onde E' là, quand un patient saigne, les 2 ondes diminuent en même temps et donc le rapport ne bouge pas.
Donc pour aller évaluer la volémie avec le rapport E sur E', on est très gêné, puisque finalement, encore une fois, quand un malade saigne, les deux ondes diminuent, et donc ce rapport, il va plus être intéressant. Et ce qu'il faut éviter de dire, c'est mon rapport E sur E' est très bas, donc j'ai le droit de remplir. En fait, c'est pas vrai. Par contre, ce qui est très intéressant sur le rapport E sur E', c'est que dès que vous allez atteindre la normovolémie, l'onde E' va s'arrêter d'augmenter, alors même que l'onde E continue à augmenter. Et là, le rapport E sur E' va être un excellent marqueur de surremplissage. Et c'est ce que montrait cette vieille étude ici. Vous voyez que si je marque ici en orange le seuil de pression élevée, vous voyez que quand mon rapport E sur E' est inférieur à 8, j'ai quand même un tiers des patients qui ont des pressions élevées, alors même que mon rapport est bas. Quand il est entre 8 et 15, j'ai autant de malades qui ont des pressions élevées que des pressions basses. Par contre, quand il est supérieur à 15, je n'ai que des patients qui ont des pressions élevées. Donc ce rapport E sur E', il est excellent pour envisager des pressions hautes, et vous pouvez l'utiliser, ça c'est très intéressant, en fibrillation auriculaire, puisque vous avez plus l'onde A, et il y a des recommandations qui nous disent que en fibrillation auriculaire, un E sur E' supérieur à 11 signe une hypervolémie, une limite de réserve de précharge, et que là, probablement, que ces patients-là, il ne faut pas les remplir. Alors tous ces outils qui paraissent un peu complexes, ils commencent à être utilisés, c'est-à-dire à être transférés de la littérature de cardio vers les services d'urgence et de réa. Et c'est Xavier Bobia qui a fait ça ici. Et on parle de volémie souvent, nous, pour l'hypovolémie, mais il y a aussi l'hypervolémie qui entraîne des dyspnées. Et eux, ils ont fait un truc très intéressant, c'est est-ce que je suis capable avec l'écho de dire cette dyspnée est d'origine cardiogénique, c'est-à-dire le malade est en OAP. Donc, il regarde si le malade a des lignes B. S'il n'y en a pas, on exclut le diagnostic. S'il a des lignes B et qu'il est en fibrillation auriculaire, on va regarder le rapport E sur E'. Et si ce rapport E sur E' est très élevé, supérieur à 12, le patient est bien en OAP cardiogénique. Si le patient n'est pas en FA, on va regarder le MAPS, qui est un marqueur de fonction systolique. Si le MAPS est non altéré, eh bien, je vais aller regarder le rapport E sur E', et pareil, s'il est élevé, je vais conclure à un OAP cardiogénique. Et si le MAPS est altéré, je vais regarder tout simplement le rapport E sur A, et si ce rapport E sur A est supérieur à 2, eh bien, je suis bien dans le cadre d'un OAP cardiogénique. Et donc ça, cette façon d'analyser les choses, les auteurs ont montré que c'était un très très bon critère, mieux que le BNP, pour affirmer l'origine cardiogénique d'une dyspnée. En tout cas, si on veut se servir de ces paramètres E sur E', EA, pour décider de remplir, ça c'est des courbes ROC qu'on a sur 250 malades, elles ne sont pas encore publiées. Vous voyez que si je regarde que les pressions statiques, eh ben c'est misérable pour prédire la réponse à l'expansion volémique. Donc les messages pour la maison, les pressions statiques, c'est très très bien pour arrêter de remplir, c'est pas bien pour décider de remplir. Alors ce qui est pas mal de faire, c'est finalement de coupler les pressions et l'ITV, couper les pressions et le débit, c'est ce qu'on a dit précédemment. Et globalement, je vais reconstruire des courbes de Frank et Starling. Finalement, quand mes pressions sont basses, j'ai petit e grand A, et quand elles explosent, j'ai grand E petit a. Et ça, c'est vrai que le patient est une courbe de fonction ventriculaire normale, ou que ce soit un insuffisant cardiaque. Le problème, c'est que ces courbes de fonction en clinique, on les a pas. Et finalement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le malade va avoir 3 types de réponses. Premier type de réponse, quelle que soit ma courbe de fonction ventriculaire, si j'ai petit e grand A et que mon ITV est misérable, je suis probablement sur la portion verticale de la courbe de Frank et Starling, et là, quelle que soit ma fonction ventriculaire, le patient va répondre à l'expansion volémique. Réponse numéro 2, j'ai un patient qui a un profil mitral qui est E égale à A peu près, une ITV qui est entre 14 et 20, et là je peux strictement rien dire, parce que là, chez un insuffisant cardiaque, je suis déjà en limite de réserve de précharge, alors même que chez un patient qui a une fonction systolique normale, eh bien je suis déjà, j'ai peut-être encore de la place pour remplir. Et puis réponse numéro 3, c'est le patient qui a grand E petit a et qui a une ITV au plafond. Lui, on est à peu près certain qu'il faut arrêter le remplissage. Alors est-ce que ce modèle de raisonnement où on dit finalement quand la FEVG est bonne, les pressions sont basses et l'ITV est basse, c'est plutôt une hypovolémie, ou quand
la fraction d'éjection est basse, les pressions de remplissage sont élevées et l'ITV est basse, c'est plutôt une insuffisance cardiaque. Ou, troisième raisonnement, est-ce que finalement, quand mes pressions sont normales et que mon ITV est élevé et que ma FEVG est normale, j'ai affaire à une vasoplégie? Eh bien, en fait, ce concept-là, il marche pas mal. Et c'est l'équipe d'Antoine Verbaron qui avait regardé ça. Et en fait, quand vous avez une ITV inférieure à 16 plus une onde inférieure à 0,7 mètres secondes, vous avez une courbe ROC qui est quasiment parfaite pour prédire la réponse à l'expansion volémique. Et on peut faire pareil avec la vasoplégie. Quand vous avez une ITV qui est supérieure à 20 et un bon VG, et un malade qui est choqué, ce malade-là, il faut lui donner de la NORAD ou l'augmenter parce qu'il est probablement vasoplégique. Donc cette façon de raisonner, elle est valable, mais il y a de la zone grise et on peut ne pas encore avoir eu la réponse sur notre statut volémique grâce à ces outils. Et on peut être tenté de regarder la veine cave. Alors la veine cave, c'est très séduisant. Hein. Lui, à gauche, on a l'impression qu'il est vide. Et lui, on a l'impression que parce que la veine cave est très joufflue, le patient est correctement rempli. Et ça, c'est une idée fausse. Alors on voit encore ce raisonnement. Hein. Ça, je pense que à gauche, la collapsibilité de la veine cave égale hypovolémie, c'est assez bien assimilé. Par contre, on voit beaucoup de comptes rendus d'écho où on dit la veine cave est grosse et non respirante et donc le malade est correctement rempli ou trop rempli. Et bien, en fait, c'est pas vrai parce que si on utilise un outil comme la collapsibilité de la veine cave inférieure, max moins mid sur max en termes de diamètre, eh bien, il y a un cutoff qui est à 40, qui fait que si je veux séparer les répondeurs des non-répondeurs, quand je suis en dessous de ce critère de 40%, j'ai autant de patients répondeurs que de patients non-répondeurs. Donc, quand j'ai un patient qui a une veine cave qui ne se collabe pas, quel que soit son diamètre, je peux avoir à peu près 50% des patients qui vont quand même répondre à l'expansion volémique. Par contre, vous voyez qu'au-dessus de 40%, on n'a que des patients qui sont répondeurs. Donc, la veine cave qui se collabe, c'est effectivement assez prédictif d'une hypovolémie. Mais regardez ici, il y a quand même 3 patients qui ont une veine cave qui est proche de 100% et qui sont des patients qui sont non répondeurs à l'expansion volémique. Donc, il y a des patients qui ont une veine cave qui se collabe et qui sont non répondeurs. Et ça, c'est probablement lié, on avait fait cette étude il y a quelques années, au fait que si vous avez une dyspnée majeure, donc là on s'était mis en VNI, on était normovolémique, on avait fait ça au labo, et on avait fait des efforts inspiratoires graduels, et on avait montré qu'au-delà d'une course diaphragmatique de 30 mm, tous les patients normovolémiques collabent leur veine cave inférieure. Donc attention, quand vous avez un patient qui est très essoufflé, regardez sa courbe diaphragmatique si vous en avez le temps, et si elle est très élevée, ne regardez pas la veine cave parce qu'il risque d'y avoir des faux positifs. Donc tout ça, ça montre que la veine cave, c'est pas terrible, méta-analyse, pas terrible, ça marche pas très bien, pour toutes les raisons que je viens d'exprimer, en ventilation spontanée. Et en ventilation mécanique, c'est pareil. Alors ça marche super bien quand vous ventilez le malade au-dessus de 8 ml/kg avec une PEP inférieure à 5. Là, la courbe ROC est pas mal, 0,88. Par contre, si vous faites de la ventilation protectrice, la veine cave, ça marche pas du tout et ça marche pas non plus mieux en échographie transœsophagienne. Donc le message ici, la veine cave, vous allez l'utiliser avec 2 types de formules, max moins min sur max. Là, le cutoff, il est à 40%, ou la formule du delta PP, max moins min divisé par max plus min sur 2. Là, le cutoff est à 12%, mais ça veut dire strictement la même chose. Vous avez une valeur élevée, probablement que le malade est hypovolémique. Vous avez une valeur qui est non élevée, vous ne pouvez strictement rien dire. Et attention, si le patient a une dyspnée majeure, regardez sa courbe diaphragmatique et si elle excède 30 mm, eh bien probablement qu'il faut regarder autre chose que la veine cave inférieure. Et puis finalement, quand on n'a pas la réponse avec tout ça, on va être obligé de faire une épreuve de remplissage. Et l'échographie, pour répondre à la question, peut-on vraiment évaluer la volémie avec l'échographie? Eh bien, on peut l'évaluer et notamment en regardant l'évolution du débit cardiaque. Vous savez que la réponse positive à une épreuve de remplissage, c'est plus 15% de débit, et il est bien admis maintenant qu'une ITV sous-aortique est une alternative valable à la mesure du volume d'éjection systolique, par exemple, ou du débit par thermodilution. Ici, vous avez une étude du groupe de Michel Slama qui montrait que
par rapport à la swan. Donc ça, c'est une étude qui a été extrêmement rigoureuse. Tous les malades avaient une swan, tous les malades avaient une échographie, et la corrélation et les limites d'agrément entre la swan et l'échographie, elles sont parfaites. Donc quand vous mesurez une ITV, vous mesurez bien le volume d'éjection systolique. Et vous pouvez faire pour prédire la réponse au remplissage, donc voir si vous êtes face à un malade qui est, j'ose pas dire hypovolémique, mais précharge dépendant. Vous pouvez faire du lever passif de jambes qui mime une épreuve de 300 millilitres. Et ça nécessite quand même du matériel. Par exemple, dans le service où je travaille, je ne peux pas faire ça parce que mes lits ne me permettent pas de faire correctement un lever passif de jambes. C'est pas valable départ à plat. C'est uniquement valable avec une réponse en ITV et pas une réponse en pression artérielle systolique ou moyenne. À la limite, si vous n'avez pas l'écho et que vous voulez le faire avec une pression artérielle, il faut le faire avec la pression pulsée, la différentielle, qui représente le mieux le volume d'éjection systolique. On ne peut pas faire des levées passifs de jambes à tout le monde, donc on avait proposé il y a quelques années de faire du mini fluid challenge, surtout si on est inquiet sur le statut volémique du patient, surtout si le patient a eu beaucoup de fluide déjà. Donc ici, vous allez faire sans cesser en 1 minute, et si le patient augmente de plus de 10% son ITV, vous savez qu'il va répondre au reste de la poche, c'est-à-dire à 400 millilitres. Et ça, 100 millilitres en moyenne sur des patients de cette série, c'était environ 1,4 millilitres kilo. Alors, il y a eu cette étude du groupe de Aya qui a cherché à savoir quel était le volume optimal pour un fluid challenge. Ça, c'est une vraie question. Et eux avaient montré que finalement, la chance d'avoir le plus de répondeurs, vous l'avez à 4 millilitres kilo, ce qui fait à peu près 200-250 millilitres. Donc le mini-fluide, c'est bien quand on est très très inquiet, mais quand on est face à un malade qui n'a pas reçu beaucoup de fluide et qui n'a pas non plus une fonction cardiaque très altérée, c'est peut-être pas la peine d'aller faire des bolus de 100 cc. Et donc les recommandations actuelles, c'est de faire 4 millilitres kilo, c'est-à-dire 150 à 350 millilitres, si on n'est pas inquiet sur la volémie. Et après, il y a 2 façons de raisonner. Vous allez mesurer une ITV, remplir, remesurer l'ITV, re-remplir, puisqu'elle augmente de 15%, et puis observer que cette ITV arrête d'augmenter. Et donc là, vous êtes arrivé sur la portion horizontale de la courbe de Frank et Starling, et donc, j'arrête le remplissage. Donc ça veut dire, dans cette façon de faire, que tous les patients qui sont vides, je les emmène tous sur la portion horizontale de la courbe de Frank et Starling. Et donc, si je les emmène sur la portion horizontale, il y en a certains dont je vais mouiller le poumon. Et il y a une deuxième façon de voir qui a été publiée il y a 2 ans de façon très très élégante. Un groupe américain, premier auteur Douglas, eux, ils ont uniquement évalué la volémie dans cette étude par de l'écho et par du lever passif de jambes. On aurait pu faire ça avec une épreuve de 250 cc, peu importe. Mais eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné des fluides et surtout, ils sont allés directement à la réponse clinique. Ils n'ont pas regardé uniquement l'augmentation de l'ITV, ils sont allés voir si le patient s'était amélioré. Est-ce qu'il s'est remis à uriner? Est-ce que les marbrures ont disparu? Est-ce que la pression artérielle est remontée? Et en fait, avec ça, avec cette façon de faire, c'est-à-dire je ne mets pas tout le monde sur la portion horizontale de la courbe de Frank et Starling, les résultats sont assez impressionnants. Ils contrôlent mieux la balance hydrosodée, ils dialysent moins, ils ventilent moins, ils rendent les malades plus tôt dans les services et à la maison. Et par contre, sur la NORAD, ça n'a aucune différence. Le fait de gérer le remplissage de cette façon n'a aucune influence sur la NORAD, preuve que la volémie, c'est une question qui est bien indépendante de la vasoplégie. Donc, dans cette logique-là, je remplis. Le malade a répondu, le problème clinique est réglé, probablement qu'il faut que je m'arrête de remplir. Et puis, si mon problème n'est pas réglé, alors là, je fais une deuxième épreuve de remplissage, mais en tout cas, j'évite peut-être d'emmener tous les malades sur la portion horizontale de la courbe de Frank et Starling. Et puis une dernière chose, avant de terminer, il ne faut pas oublier qu'il y a 3 types de phénotypes de remplissage. Ici, c'est une étude multicentrique qu'on avait faite avec Claire Roger, le groupe Azurea. 155 malades qui vont recevoir une épreuve de remplissage vasculaire. Donc entre T0 et T10, on leur passe 500 cc. La courbe noire ici, vous voyez que ce sont les non-répondeurs. Ici, donc ils ne bougent pas du tout leur ITV ni au début ni à la fin. Deuxième phénotype de réponse,
Ce sont les répondeurs persistants. En fait, c'est ça qu'on veut quand on remplit un malade, c'est que le malade augmente son ITV et garde un ITV élevé dans le temps. Ça, c'est des vrais répondeurs, des répondeurs persistants. Et puis, vous avez des malades un peu piégeux, comme ça, qui sont les répondeurs transitoires. Eux, ils sont probablement poreux, et au bout de 30 minutes, ils ont complètement annulé leur réponse au remplissage. Et pour revenir pour rester dans le vif du sujet, ici, vous voyez que l'ITV à T0, elle est très prédictive et les 3 valeurs sont significativement différentes de ce qui va se passer après. Vous voyez que les répondeurs, ils ont une ITV qui est déjà au plafond, donc ils ne répondent pas parce qu'ils sont déjà pleins. Et vous voyez que les répondeurs persistants, c'est ceux qui ont une ITV la plus basse, qui est une valeur proche de 14. Donc finalement, si vous voulez être à peu près certain que votre épreuve de remplissage va être un succès, peut-être il faut regarder que l'ITV à T0, plus il est bas et plus il permet de prédire que votre malade va répondre à l'expansion volémique. Bien, j'ai un patient pour qui je veux évaluer la volémie, j'ai des vélocités basses en rapport au sur A bas et une ITV basse, je peux remplir. J'ai toutes les vélocités qui sont au plafond, j'ai des lignes B bilatérales et une ITV basse. Alors là, probablement que je ne dois pas remplir et je dois me poser la question de donner des inotropes, des diurétiques. Je suis dans la zone grise, je vais regarder la veine cave. Cette veine cave se collabe, je vais pouvoir remplir le malade. Elle ne se collabe pas, je ne peux rien dire. Et là, je vais aller faire quelque chose qui est de l'ordre de la religion, un lever passif de jambes, un mini-fluide, une épreuve de remplissage normale, peu importe ce qui vous plaît. Et là, si vous avez une augmentation de plus de 10%, 15% de l'ITV, eh bien vous avez le champ libre pour remplir. Et si votre ITV n'augmente pas, il faut absolument arrêter les fluides. Et puis, vous avez ce fameux profil vasoplégique, un patient qui est choqué, qui a une ITV au plafond et une bonne fonction systolique. Lui, il faut lui donner de la NORAD ou l'augmenter si elle est déjà en place. Je vous remercie. Merci beaucoup pour ce topo très clair. Y a-t-il des questions dans la salle ? Alors, deux choses. D'abord, le VD, il faut aller tout de suite quantifier. Effectivement, on ne regarde pas assez la fonction VD. Donc déjà, il faut regarder les choses en face, mesurer un indice de contractilité du VD, un TAPS, une onde S, peu importe, et dire à tout le monde, ce VD est au tapis. Parce que ça, c'est la première étape. Tant qu'on ne l'a pas dit, on ne peut pas raisonner. Et le deuxième truc qui est très simple, c'est que si vous voulez faire un fluid challenge à un malade qui a un VD au tapis, vous le remplissez et vous regardez si le malade est sinusal, le delta PP. Et si le delta PP s'aggrave sous remplissage, c'est que vous êtes en train, c'est-à-dire qu'il augmente sous remplissage, et c'est peut-être pas la peine de faire 250 cc, mais vous partez un delta PP à 20 et vous voyez que ce delta PP augmente sous remplissage, c'est qu'en fait vous créez un symptôme paradoxal ou vous l'aggravez, et là vous êtes certain qu'il faut arrêter le remplissage qui va être délétère chez ce patient. J'avais une question, ne faisant pas chez l'hôpital avec pas le pied, mais c'est un historique sur la pression veineuse centrale. Ce topo sur la volémie, ce mot-là n'a pas été prononcé. Est-ce qu'au moins on peut convenir que des patients qui ont un cathéter cave supérieur, la mesure de la pression veineuse centrale, c'est un bon indicateur de tolérance du remplissage. Bon, c'est aussi une première fois où on voit, et c'est super, que répondre au remplissage, ça ne veut pas dire qu'on est hypovolémique et qu'on doit être rempli. Bon, tu me fais de la peine parce que j'ai enlevé la diapo juste avant le topo. Pression veineuse centrale, en fait, la volémie, on peut proposer l'algorithme suivant. Vous avez une PVC en place, il faut mesurer la PVC. D'ailleurs, il faut que tous les malades qui ont un cathéter artériel et une voie veineuse centrale aient une PVC branchée. Il est 3 heures du matin, vous avez un malade qui est choqué, vous mesurez une PVC à 3 mm de mercure et le patient est choqué. S'il va bien, on ne regarde pas la PVC. Là, vous êtes tranquille pour remplir. On avait regardé ça avec Jean-Yves Lefranc il y a quelques années sur 600 malades. Et en fait, vous avez une zone grise de la PVC qui est entre 6 et 16. Donc entre 6 et 16, vous ne pouvez rien dire. En dessous de 6, vous pouvez remplir. Au-dessus de 16, il ne faut pas remplir. Donc première chose, je vais regarder la pression veineuse centrale.
il y a quand même 70% des patients dans la zone grise. Donc vous n'allez pas avoir fréquemment la réponse avec ça. Mais en tout cas, si vous l'avez sous les yeux, il ne faut pas s'en priver. Après, vous allez regarder le delta PP si les critères sont remplis. Et puis si avec la PVC et le delta PP, vous n'avez pas la réponse, ben vous avez le choix. Soit vous mettez une swan et ça va vous prendre 1 heure, soit vous faites une écho. Et si vous êtes entraîné, vous aurez la réponse en 5 minutes. Et moi, oui, une autre question. Le fluid challenge, alors pour le profil mitral et la zone grise, je suis d'accord avec vous. Pour l'ITV, pas d'accord. Une ITV, elle va, avant et après remplissage, vous dire si le malade a répondu. Mais dans le cadre de la précharge de pense, je critiquais juste la valeur absolue du ITV, où on revient par exemple à la problématique de la défaillance cardiaque droite, ou des choses comme ça, où on va avoir une ITV basse, pas du tout de précharge dépendance, et ça peut vous être finalement donné assez rapidement avec juste un. Oui, oui, tout à fait. Mais vous allez quand même être obligé de mesurer votre ITV avant-après ou de mesurer un index cardiaque avant-après. Ce que j'observe quand je traîne dans les réas, c'est qu'il y a de moins en moins de malades qui ont un outil de mesure du débit cardiaque. Donc là, dès que vous faites une épreuve de remplissage, il vous faut un outil pour dire mon débit cardiaque était à temps avant et il est à temps après. Et il n'y a que ça qui vous permet de dire si votre malade, si vous avez eu raison de remplir. Et l'ITV sous-aortique, c'est pas mal parce que la variabilité interopérateur, je ne l'ai pas dite, hein, inter et intra, c'est à peu près 5%. Donc je pense que c'est des outils qui restent valables. Mais pour la zone grise du profil mitral, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bonjour. Vous n'avez absolument pas parlé du temps de décélération de l'onde E, Ouais. qui semble une mesure qui, moi, m'intéresse assez souvent, particulièrement, et pourtant ça n'existe pas beaucoup dans la littérature, le rapport E sur TDE. Je veux savoir un petit peu ce que vous en pensez. Oui, alors c'est très difficile à mesurer. La variabilité inter- et intra-opérateur du TDE, elle est catastrophique. Mesurer des pentes en écho, c'est très très difficile. Il y a un intérêt quand même, je vais vous afficher la diapo, c'est en fibrillation auriculaire. Dans les recommandations de la société américaine de réa, vous voyez que ce TDE, il est là, j'en ai pas parlé exprès. Dans la FA, quand vous avez un TDE inférieur à 160, c'est un bon critère pour dire que les pressions sont hautes. Par contre, il n'y a pas de cut-off maximal de TDE pour vous dire à 300 TDE, le malade est vide. Donc le TDE, 1, c'est difficile à mesurer. 2, ça ne permet de raisonner que sur des pressions hautes. Et 3, ça ne sert à rien pour prédire la réponse. Et le rapport E sur TDE ? E sur TDE, je ne l'ai jamais utilisé et je n'ai pas la littérature en tête sur le sujet, donc je n'ai pas d'avis sur la question. Et je rebondis sur la question, pour terminer. Dans ma réanimation, il y a à peu près 20% des patients qui sont en arythmie cardiaque. Donc si on reprend l'algorithme final, au final, quels sont les indices ? Est-ce que tu peux nous rappeler les indices qu'on peut utiliser chez le patient arythmique ? Oui, alors vous les avez là pour prédire les pressions hautes. Et le deuxième message en FA, c'est de mesurer 5 ITV, de moyenner les ITV. Alors maintenant, de plus en plus, sur les machines modernes, vous avez la possibilité, si vous mettez les CG, de faire de la mesure automatique. Donc vous faites votre mesure d'ITV, vous affichez 5 valeurs, vous demandez la mesure automatique, elle va vous mesurer la machine 5 valeurs, alors on pourrait aller jusqu'à 10. Vous moyennez cette ITV, vous remplissez le patient, et vous refaites une mesure d'ITV moyennée. Et ça marche très bien. Donc en FA, le message, c'est faites les mêmes choses, mais en moyennant. Et bien sûr, il n'y a pas d'onde A. Merci beaucoup. On va clôturer. C'est Francis, les questions ? On va clôturer la session et on vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée.